Juste avant de sortir de son cabinet, le professeur Sakali Hassan me demande qui est mon cardiologue. Ce à quoi je réponds que je n'en ai pas, puisque j'ignorais jusque-là que j'avais un problème. Il attrape alors son téléphone et il demande à son amie Sophie de me recevoir le mercredi même. 2 jours après, je vais donc rencontrer celle qui sera tout du long mon adorable cardiologue, le docteur Sophie de Manez, qui prend le temps de discuter avec moi, qui me dit qu'on va d'abord respirer, se calmer, qu'on va analyser la situation, et puis qu'on avisera. Elle me dit que cette opération n'est pas non plus sans risque, que je suis encore jeune, qu'on ne sait finalement rien de cet anévrisme, qu'on va refaire un scanner, qu'on va voir s'il évolue ou pas, demander l'avis de 2 autres chirurgiens qu'elle connaît, avec lesquels elle travaille. Elle attrape alors elle aussi son téléphone et elle me programme un scanner thoracique à l'hôpital d'Asselt, où, sans le savoir, je vais, à l'occasion de ma remise de résultats, quelques secondes, être en contact avec celui qui m'opérera, finalement, 3 ans plus tard, le devenu célèbre chirurgien cardiaque Aladin Yilmaz. Elle m'envoie à la fois chez un autre de ses amis, le professeur Jibril El-Khoury, à Bruxelles, très charmant lui aussi, qui me dit à l'époque qu'il est d'avis d'attendre, que 45 mm c'est loin de l'urgence qui se situe à 50, que ça peut très bien ne pas bouger, que je peux très bien vivre comme ça plusieurs années, que les avancées dans ce domaine sont rapides et que je gagne donc à attendre le plus longtemps possible. On verra d'ailleurs que l'avenir va lui donner raison. Et donc moi je sors de là allégée, souriante, à l'image du discours du médecin qui vient de me recevoir et du médecin lui-même d'ailleurs. Quelques mois plus tard, je vais me retrouver dans le cabinet du docteur Yilmaz, le second chirurgien chez qui Sophie voulait m'envoyer, qui lui est d'avis que 45 mm, vu mon sexe, vu ma taille, c'est peut-être déjà énorme, et que s'il était à ma place, il se chercherait un très bon chirurgien. Et il me dit ça avec un grand sourire. Quand je rentre chez moi, je lance une recherche, et je me rends compte que cet Aladin, c'est un véritable génie dans son domaine. Je me rends compte que c'est grâce à lui qu'on ne va pas m'ouvrir de la gorge au nombril comme un poulet, comme c'était prévu, mais que, puisque il est le pionnier en matière de cette intervention faite par endoscopie. Donc ça veut dire que le gars, quand même, il va, par 3 petits trous d'un demi-centimètre de diamètre, un de 3, qui sert uniquement à faire passer la prothèse, il arrive à s'introduire entre tes côtes sans les froisser, à découper une partie de ton artère principale et à y recoudre à la place une prothèse synthétique. Si ça, c'est pas du génie, si ça, c'est pas un don, alors, je sais pas ce que c'est. Et donc, je dois bien avouer que malgré l'angoisse qui m'habite depuis l'accident, depuis mon accident, je me sens bénie. J'ai l'impression d'une prise en charge attentionnée, d'un parcours fléché, ponctué de personnes ressources, dont les discours me mèneraient exactement là où je dois me rendre, là où je dois aller. J'ai le professeur d'un service de cardiologie qui m'envoie des mails personnels, une cardiologue qui m'envoie des SMS et des WhatsApp, même tard le soir, même quand elle est en vacances, un chirurgien qui me donne son numéro perso et qui me répond même quand il est au bloc, une charmante infirmière qui lit L'Alchimiste de Paulo Coelho, elle avait le livre sur son bureau, qui me dit que les jours mauvais sont passés, que je suis un être de lumière, et qui me serre dans les bras en me disant que tout ira bien. Donc c'est vrai que ce qui, au départ, avait l'air d'un épouvantable cauchemar, emballé maintenant dans ce papier rose glacé, me fait un peu l'effet de ce bonbon que je recevais quand j'avais 5 ans en sortant de la visite chez le pédiatre. J'ai vraiment l'impression d'un grand jeu d'aventure plutôt effrayant, c'est vrai, où le concepteur me tiendrait par la main tout du long.
Et donc à partir de là, je vais vivre sur une sorte de frontière entre je me fais opérer ou pas. Posant tantôt le pied au pays de jusqu'ici tout va bien, la vie continue, on ne stresse pas. Tantôt le pied au pays de ouf, j'ai mal, je sens un truc bizarre, je vais peut-être mourir dans les 2 heures. Bref, l'angoisse. Et puis le temps passe entre les scanners annuels pour vérifier le statu quo ou le crescendo de cet anévrisme. Et puis on est en pleine période de Covid à ce moment-là, donc mon cas passe un peu au second plan. Et puis j'ai de la chance en cette période, puisque toutes les opérations sont annulées et que moi, ces 2 premiers scanners ne donnent rien, donc tout va bien, ça n'a pas bougé. Et puis au 3e scanner, à la sortie du Covid, ça y est, il a bougé et Sophie m'avait dit, quand ça bouge, c'est exponentiel. Du coup, on stresse un peu et on prévoit beaucoup plus sérieusement cette intervention. Elle me dit, c'est plus le temps d'attendre un miracle là, vous vivez avec une véritable bombe dans la poitrine. Et là, alors que je savais pourtant que ça viendrait, ça me fait l'effet d'un poussé dans le dos quand tu es sur le bord du plongeoir de la piscine et que tu ne sais pas nager. Et c'est à cet instant précis, 3 ans et 6 mois après l'accident et 4 mois avant mon intervention, que je vais me mettre à écrire un texte que j'ai déjà publié en audio, mais que je vais pour le coup republier en vidéo, qui s'appelle « Le jour où je vais faillir mourir ». Alors si tu ne veux pas rater la suite, dépêche-toi de t'abonner à ma chaîne et pour me donner l'élan de pousser sur ce petit pouce, tu serais vraiment adorable.